Packboy. Alors cette fois-ci, donc il y a vraiment pas mal de matos, mais ça sera pas sur fond vert parce que je me dis que les achats manga, ça doit être un petit peu plus personnel, ça doit vous montrer moi sans côté factice. Mais en parlant de côté factice dans un sens, donc il y a une petite lumière naturelle à droite et à ma gauche, il y a un micro. Et oui, donc le retour du micro qui était au service après-vente, donc j'ai voulu le faire réparer. Mais cette fois-ci, donc le son normalement devrait pas être mauvais et devrait en tout cas vous plaire et d'être assez fort. Donc normalement, vous aurez un son magnifique. En tout cas pour le retour des achats des mangas méconnus et donc en règle générale pour toutes les autres vidéos. Juste pour parler un petit peu d'actualité par rapport à la chaîne, il n'y aura peut-être pas une vidéo toutes les semaines. En tout cas, je vais essayer quand même de le faire parce qu'il y a pas mal de sujets que j'aimerais aborder et je mets plus rapidement pour faire des vidéos. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est par rapport à autant, puisque là actuellement, donc nous avons revendu la maison de mes parents et donc je suis en train de rechercher d'autres appartements pour vivre, pour trouver mon premier achat. Et enfin, donc surtout, j'ai envie de dire, tout simplement, je dois faire les cartons pour chez mes parents, pour que mon père ne soit pas tout seul à faire les cartons. Et donc il faut que je le dépanne, en tout cas le plus régulièrement possible. Donc ce ne sera peut-être pas des vidéos beaucoup construites au mois de mai et au mois de juin. Ce sera peut-être des courtes vidéos où il n'y a pas d'écriture, comme par exemple ces achats manga. Mais il y aura peut-être en tout cas assez de vidéos la semaine prochaine ayant un week-end de 4 jours. Voilà, je vous promets d'essayer en tout cas de faire une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. C'est juste que s'il y a des gens qui encore regardent Horror in Japan, mais vu les vues des dernières vidéos, ça m'étonnerait, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc nous allons commencer par les 7 premiers mangas, parce que j'en ai acheté beaucoup de mangas là, ce mois-ci, et il y en a à peu près, là je vois 18. Donc 18 mangas, c'est pas rien, et un comics. Voilà, donc, mais je vais parler des 7 premiers déjà que j'ai lus. Et nous allons petit à petit aller dans ceux que je n'ai pas lus, bien entendu. On commence avec Alma, tome 1. Donc, désolé là, je vois que la lumière n'est pas terrible. Bon, c'est dommage. Voilà, Alma, donc avec un manga qui, franchement, visuellement, est assez impressionnant. Les dessins sont vraiment magnifiques, si vous pouvez le constater. Voilà. Donc, ça se passe dans un univers cyberpunk où le monde est désolé et qu'une personne vit avec ce qui semble être sa sœur dans un monde où l'humanité semble avoir disparu et ils vont se retrouver avec justement une personne qui a des pouvoirs cybernétiques qui vont les attaquer et donc le héros principal va pouvoir constater que sa sœur n'est en fait pas sa sœur, c'est une servante qui était un robot et donc il va la voir mourir, puisque justement elle est en train de périmer, et ça va lui permettre donc de découvrir enfin le monde merveilleux. Et donc, un petit peu à côté Alone, La Route, pardon, le roman, au début, et où Je suis une légende de Richard Matheson, nous avons tout le début du manga, qui est juste une quête d'une personne seule dans un monde désert, désolé, et où en fait ça joue beaucoup sur le côté de solitude avec des scènes par exemple où le héros va se lier d'amitié pour un panneau publicitaire, enfin une figurine publicitaire, vous savez, devant les restaurants de burgers américains, vous avez une petite figurine avec quelqu'un qui tient le plateau et qui tient le menu dans l'autre main, et ben donc il va la considérer comme humaine, puisque bah, il considère qu'il a envie de lui parler pour ne pas sombrer dans la folie, et va même essayer de vouloir lui dire d'essayer de la sauver. Et c'est très intéressant. Très intéressant sur ce côté-là de solitude. Et puis il y a toute la fin du manga, où ça montre clairement que ça va aller plus dans un délire comme Gun. Alors c'est pas négligeable, Gun, on voit qu'en fait il reste encore des cités avec des humains qui vivent plus ou moins avec des robots, mais des robots qui veulent détruire tous les autres humains. Donc on comprend un petit peu mieux qu'il y a la guerre entre les robots et les humains qui ont foutu le bordel. C'est un petit peu une ambiance Terminator Renaissance, ou ce qui est teasé dans Terminator 2 dans le monde futuriste. Et c'est pas négligé parce que il y a une certaine particularité du héros qui le rend
assez perméable, mais qui pourrait détruire le suspense. Je n'en dis pas plus parce que moi-même je n'en sais pas plus par rapport à ce premier tome. C'est assez prometteur, il y a beaucoup d'événements qui sont très intéressants. Il y a beaucoup de double pages qui sont magnifiques dans le lot. En tout cas, le dessinateur a véritablement du talent. Mais j'ai eu l'impression, déjà, dès ce premier tome, que, en fait, donc, tout ce qui est la partie solitude, la route, je suis une légende, n'allait pas dans le même sens que la fin de la lecture de ce premier tome. Et donc, j'ai déjà l'impression de discrétion par rapport à l'auteur et qui me fait dire que est-ce qu'il a une vue d'ensemble ou est-ce que il tatillonne un petit peu le terrain pour aller dans différents degrés de lecture et différentes histoires. Donc, dans ce cas-là, quand on voit que le récit n'est pas toujours cohérent, parce que moi au début je croyais que ça allait être un manga sur un gars qui allait devenir fou, hein, avec juste sa petite bête avec qui il parle. Mais non. En fait, c'est parti pour un sorte de manga de guerre entre robots et humains. Après, peut-être que ça va encore changer, hein, là encore, comme je vous l'ai dit. Mais alors, le petit problème étant, c'est que la première partie, je la trouve un petit peu trop longue. En tout cas, la première partie de ce tome. Je la trouve beaucoup trop longue si c'était pas ça, de ça qu'il voulait parler. Parce que là, l'idée de solitude, l'idée de manquer de nourriture, c'était tous ces petits chapitres-là qui rendaient le manga attrayant et original. Là où la partie combat robot-humain, c'est un petit peu moins original. Mais derrière, ça peut être bien géré. Mm. Mais encore une fois, ça fait tâche avec le début du manga et tu te dis au final, qu'est-ce que l'auteur veut nous dire? Qu'est-ce que cela raconte? Comme dirait Chef Otaku. Ben, ça, on verra pour un prochain tome. Les racailles de l'autre monde. Alors, je sais pas si c'est le vrai titre et tout du manga. Alors, c'est très très bien dessiné, mais c'est pas aussi ouf que Hammer. Voilà, c'est vraiment plus générique. Et en gros, le principe est clair. C'est, imagine un manga de Furio, avec des gens qui veulent se battre toujours avec des gangs de plus en plus forts, et qu'au final, ils n'ont plus personne sur Terre qui veulent combattre. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait un isekai, parce que c'est à la mode de faire des isekai. Donc, et un isekai style RPG. Les personnes, donc, bah, ne meurent pas, attention. Contrairement, bah, après, nécessairement, dans un isekai, tu meurs pas pour arriver dans un autre monde. Non, c'est leur école, tu sais pas pourquoi, alors qu'ils étaient là-haut, leur école vide, bah, se téléporte dans un univers d'heroic fantasy, avec des démons, des épées à rechercher, des villages à sauver. Et donc eux, ils sont contents et ça permet un petit peu d'humour aussi, bien entendu, un petit peu là, je suis réincarné en Slim, parce que eux, ils ont conscience d'être dans un monde de RPG avec des level up et compagnie. Donc ils jouent un petit peu sur ce sujet-là et sur le fait qu'ils sont un petit peu bêtes aussi. Avec donc cette idée, par exemple, ils vont affronter un homme arbre, enfin un arbre monstre plutôt, avec une tronçonneuse. Et vu que ce monde ne possède pas de tronçonneuse, eux, quand ils vont voir une tronçonneuse, les villageois ils vont dire oh mais c'est quoi cette épée? Oh voilà, donc ça permet de jouer sur l'humour, le décalage entre les deux mondes, le monde moderne et le monde heroic fantasy. Et donc pour l'instant c'est très très drôle, avec des bonnes petites scènes de baston. C'est pas ça le plus important pour l'instant, même si le héros, les bandes de Furio, c'est exprès pour ça. Mais par exemple, pour vous donner une idée, ils vont affronter un cochon qui a des hommes cheval en spire. Et bah, l'homme cochon, bon, la baston dure 3-4 pages, avec des belles doubles pages quand même, de bonnes sympathiques scènes. Ah non, attends, c'est pas une double page. Je pensais que c'était une double page, mais même pas, tu vois. Mais voilà, on va pas dire, hein, c'est pas négligeable. Les scènes de baston sont super bien retranscrites et sont bien faites. Mais derrière, par exemple, le combat entre bah, ses camarades de classe et le héros principal et contre les hommes chevaux, pardon, bah, tu vois pas le combat. Tu vois juste le début où on voit le problème et c'est réglé en flashback, vite fait, avec
le membre intelligent du groupe des quatre voyous qui dit ouais, mais en fait, vu que ce sont des hommes cheval, ils ont pas une vue, ils ont une vue que périphérique, mais pas horizontale. Tu vois. Ils ne voient pas en haut ou en bas. Donc on les a attaqués d'un haut d'un immeuble. On aurait aimé voir ça, mais non. Mais après, ouais, c'est pas comme si c'était très important. Non, par exemple, en fait, l'humour, c'est vraiment le décalage entre le monde moderne et le monde d'Heroic Fantasy. Ils vont chercher une épée qui est ensevelie sous terre, Arthur et compagnie. Bah, eux, ils vont utiliser une tronçonneuse. Ou, enfin, une perceuse plutôt. Une perceuse pour casser le caillou. Ah, tu vois, c'est ça l'humour. Tu vois, c'est pas de voir des grosses scènes de baston, c'est surtout de voir un décalage entre deux mondes. Donc à lire. En tout cas, ça reste très très fun. Voilà, c'est une bonne petite lecture. Shibuya L, tome 7. Alors, euh, ça, ça, le petit problème temps, c'est que donc, ça fait partie des mangas. En plus, c'est Square Enix qui édite ce manga. Et donc, les mangas de Square Enix sont souvent des mangas, souvent faits par ordinateur, avec beaucoup de trames. Et donc, c'est énormément travaillé et c'est super beau au niveau des décors. Les personnages sont pas toujours très agréables. Mais les décors, la mise en scène du manga et les décors, bah voilà, vous voyez un décor, c'est photoréaliste, puisque c'est fait par ordinateur. Vous voyez la tête des personnages, bon, voilà, c'est classique, c'est pas moche, mais c'est pas non plus aussi magnifique que les décors. Mais c'est toujours bien présenté, c'est toujours assez agréable. Par contre, dans ce manga, bah, on commence déjà. En fait, ça fonctionne par arc, et les arcs peuvent durer 6 tomes. Et donc c'est plus long qu'un arc de Jojo's Aventure. Ce qui est un petit peu gênant. C'est un petit peu gênant parce que 6 tomes pour affronter une reine poisson, enfin 4 tomes, 4-5 tomes pour affronter une reine poisson, 2 tomes pour une introduction. Là, on est parti encore pour 3-4 tomes minimum pour une nouvelle aventure et des nouveaux personnages. Avec donc à chaque fois le héros il croit qu'il est tout seul, à chaque fois il rencontre une dizaine de personnes et donc ils doivent essayer de découvrir un nouveau style de poisson pour essayer de trouver comment les combattre tous et à chaque fois il va changer d'endroit et il va découvrir des nouvelles races de poissons, donc là ça fait la troisième fois, et donc c'est un petit peu long. En fait c'est un manga victime de son succès qui fait durer les choses avec des trucs assez clichés. Ça reste une bonne lecture parce que ça reste beau. Certes, c'est classique. Certes, tu as toujours les clichés. D'ailleurs, ça se ressent de plus en plus. Et c'est ça qui est dommage, c'est que le héros, tu as l'impression qu'il a un super pouvoir qui peut communiquer avec les poissons. Parce que le nombre de fois qu'il aurait pu se faire buter par tous les poissons qu'il a vus, et pourtant, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Euh, mais alors que d'autres se font one shot en 2 secondes. Donc tu commences à comprendre soit qu'il a un super pouvoir, soit que c'est le pouvoir du scénario. Et voilà, c'est le pouvoir du scénario. Je veux pas tuer mon héros principal, je veux juste le mettre dans des affaires de merde. Alors que mine de rien, il a été dans des croisières et dans des moments beaucoup plus galériens que ceux qui sont déjà morts. Avec beaucoup de gens qui sont là juste pour servir euh, de scène gore tout le long du manga. Ça me fait penser un petit peu, si vous connaissez, à Harajuku, qui était là, ça se passe à Shibuya, l'autre ça se passait à Harajuku avec des monstres un petit peu partout qui popaient dans le monde. Là, c'est des poissons qui popent. Donc au début, tu avais un poisson blanc, reine, qui a l'air de communiquer avec tous les autres poissons. Maintenant, tu as des poissons qui ont des membres humains qui sortent de leur bouche, des, des pieds ou des jambes, ou des bras. Et, qui derrière te foutent des petits poissons à l'intérieur de toi pour t'exploser de l'intérieur. Alors ok. Et donc ça va nous mettre 4 tomes pour essayer de savoir pourquoi ils font ça et comment le combattre ça. Bien entendu avec un personnage qui est un mix entre l'antagonisme et le gentil que justement on peut manipuler pour avoir un Sasuke bis. On avait la fouine dans le deuxième arc. Là, on a un militaire qui a l'air d'aimer de se retrouver en danger. Parce que
Avant, il ne se retrouvait jamais en danger, donc ça le faisait chier. Et là, le fait qu'il se retrouve dans cette ville l'excite énormément. À voir. À voir, c'est juste que les arcs sont un petit peu longs. Après, comme je vous l'ai dit, c'est beau. C'est juste que ça vous impressionnera pas. Ce qui est dommage. The Fable, tome 1. Alors, The Fable, tome 1, c'est un manga que j'attendais énormément parce que, bon, des mangas avec des Yakuza, tout ça, qui sont pas mal et avec un beau graphisme. Enfin, un beau graphisme. Ça, on va en parler. Ça, on va en parler. Euh, En plus, avec une jaquette réversible. C'est pas rare, mais c'est assez rare pour être souligné. Donc, t'en as un qui respecte la couverture originale, et là, c'est pour représenter le film. C'est pour ça que je l'attendais beaucoup, ce manga, c'est que je connaissais le film. Je l'ai même sous-titré en français sur mon site web, et que je vous recommande vivement parce que c'est un très bon film d'action. Par contre, le manga. D'ailleurs, ça m'a. Sur Twitter, le gars se reconnaîtra peut-être, mais il m'avait dit que justement, on avait tellement parlé du manga que quand il a lu, il n'a pas trouvé ça ouf. Et je te confirme, ou alors peut-être que c'est parce que je connais déjà tout ce qui s'est passé dans le manga, puisque ça se passe dans le film, et encore, il y a plus de choses dans le film. Et c'est mieux représenté sur certains passages. Hum, Mais c'est vrai qu'en fait, le style graphique, alors, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Il n'est pas moche. Il n'est pas moche, hein, comme vous pouvez le constater, c'est assez soigné, c'est assez travaillé. Mais il est bizarre. Il est bizarre, surtout par exemple son personnage principal, zéro charisme. Zéro charisme. Je vais le mettre avec sa vraie coupe, parce qu'il avait une coupe un petit peu spéciale. Mais voilà, le personnage est vraiment très quelconque. Là où dans le film, ils avaient utilisé un acteur qui avait beaucoup de charisme au niveau du visage, dans le film, dans le manga, c'est assez quelconque, les visages. C'est assez impersonnel. Les caractères ne sont pas assez appuyés aussi. Et le timing de la mise en scène des cases fait que toutes les blagues tombent à plat, je trouve. À contrario du film, où c'était super bien représenté, il y avait du bon timing, même le comique nul qu'aime Fable, la publicité était vachement bien faite et extrêmement dynamique. Et en fait, The Fable, le manga, contrairement au film, n'ont pas la même rythmique. Dans le sens où le film, il va à 100 à l'heure. Il a 1h40, 1h45, je crois, si je dis pas de bêtises, pour parler de presque 3-4 tomes. Donc il va vite. Et c'est pas négligeable. Et c'est ça qui encourage le film à le rendre beaucoup plus agréable. Là, le rythme est un petit peu long dans le manga, avec des scènes supplémentaires qui sont là aussi pas très utiles, surtout quand tu connais la suite du manga. Et ça qui est dommage, c'est que en fait, bah, tiens, je vais donner un exemple sur un des derniers chapitres du manga et qui est représenté dans le film. Dans le manga, à un moment donné, et même dans le film, euh, le héros avec sa compère avec qui il fait des meurtres, bah déjà sa compère, j'ai envie d'en parler de sa compère. Sa compère, on montre dans le film qu'elle sait se battre et qu'elle sait boire énormément et que c'est comme ça qu'elle arrive à buter des gens ou en tout cas à être aussi forte que ses compères. Dans le manga, pour l'instant, j'ai pas vu une seule chose. J'ai l'impression qu'elle sert juste à conduire l'autre tueur. Donc ça la rend comme une sous-fifre. Là où en fait dans le film, tu as l'impression qu'ils sont d'égal à égal. Donc déjà ça m'emmerde un petit peu. Pas dans le sens égalité, j'en ai rien à foutre. C'est dans le sens où en fait dans le manga elle est plate. Son caractère est très plat. Et pas très intéressant. À contraire du film où là elle a du caractère et donc elle est intéressante. Pareil pour
l'héroïne avec qui le héros, le tueur, a l'air de s'enticher. Bon, après, on n'a pas vu beaucoup pour l'instant d'elle, mais là aussi, elle a l'air plate. Les personnages féminins n'ont pas l'air très intéressants dans le manga, à contrario des personnages masculins. Mais par exemple, donc, à un moment donné, le tueur, Fable, va avec son compère boire un coup à Osaka pour fêter leur première soirée à Osaka. Et derrière, justement, il y a le chef de gang qui les protège, et qui leur a trouvé l'appartement, qui se méfie un petit peu d'eux et qui essaie de voir s'ils vont foutre le bordel dans leur ville ou pas, et qui donc embauche 2 gars pour voir s'ils vont s'amuser à répondre et à foutre le bordel. Et le tueur principal a juré à son boss de ne plus jamais tuer pendant un an, en tout cas tant qu'il est à Osaka, donc c'est ça le délire du truc. Et donc il va faire semblant de se laisser frapper et tuer, enfin frapper, pas tuer, frapper par 2 gars qui sont plus faibles qu'eux, et que donc il va faire semblant de pleurer, de chialer, tout en réussissant, quand il va donner les coups, à leur rendre le répondant et faire en sorte que lui, en fait, il s'en sort avec très très peu de dégâts. Et donc dans le manga, ça dure une vingtaine de pages, cette baston. C'est filmé comme une scène de baston. Dans le film, c'est filmé comme si, en fait, c'est comme dans les énigmes dans Sherlock, tu vois des lettres, des écritures, il voit, oh, je vois que sa vitesse est à 2 km/h et compagnie, donc si je m'avance un tout petit peu, je recevrai que 15% des dégâts. Et en plus avec ralenti, et pour faire semblant, et avec le corps qui se dévisage un petit peu à la GTO, mais en film live, donc c'est ça qui est génial, et donc ça rajoute encore plus d'humour au truc, là où, voilà, voilà, voilà une scène où il reçoit un coup. Voilà, c'est juste ça. Comment tu peux trouver ça marrant, le fait qu'il se prenne un coup exprès, alors que tu n'exagères pas sur le ton et sa réaction, même après coup. En fait, regarde, voilà. Le coup, le moment où il reçoit le coup, tu vois même pas le coup de poing de l'autre adversaire et comment il chiale, juste en dessous. Voilà, c'est méga plat. C'est méga plat, il n'y a rien à dire. Là où derrière, tu as l'acteur, il va faire à la japonaise, tu vois, il va rien rajouter, et c'est ça qui rend la chose encore plus drôle. Là, ok, il a fait exprès de prendre des coups. D'accord, c'est tout. Et c'est dommage. Donc j'espère que la suite est mieux agencée, mais en fait, la rythmique est moins drôle dans ce manga que dans le film. Et c'est dommage. Parce que l'histoire est très bien. Puisque j'ai adoré le film, j'aurais aimé retrouver tout ce que j'avais trouvé dans le manga. Mais voilà, à tester, hein, si bien entendu, parce que ça reste quand même rare ce genre de manga. Mais si vous pouvez voir le film, en plus il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc quand je le choperai avec des sous-titres anglais, peut-être que je le traduirai. J'essaie de traduire actuellement cette année, je vais essayer de traduire Shinjuku Swan 2 de Sonotion, qui est aussi inspiré d'un manga. Donc, voilà. Jojo Lion, tome 20. Alors Jojo Lion, tome 20. C'est comment dire. Alors, je sais que là, je ne peux pas me faire apprécier de tous les gens, mais depuis que le manga est devenu mensuel, et donc depuis Steel Ball Run, j'aime un petit peu moins le manga. Pourquoi j'aime un petit peu moins le manga? Moi, je trouvais que ça fonctionnait très très bien le manga quand le manga proposait plusieurs personnages, plus de 5 ou 6 personnages déjà dans les protagonismes principaux. Et que donc, étant donné qu'il avait que 18 pages et non pas une quarantaine ou soixantaine, je ne sais plus c'est combien de chapitres, mais en gros, à la place d'avoir 10 chapitres ou 9 chapitres dans les tomes avant Steel Ball Run, maintenant tu n'en as plus que 4. Donc 50 pages, ouais. C'est 50 pages, à peu près une quarantaine. Bah, il faisait des arcs
avec des retournements de situation plus courts. En fait, il était obligé, pour maintenir le suspense, de créer un retournement de situation tous les 16 pages, 16-17 pages. Là, il est obligé de créer un retournement de situation tous les 40 pages, 40-50 pages. Ça fait que ça ralentit beaucoup. Désolé pour la porte, vous devez sûrement l'entendre. Mais donc ça ralentit beaucoup l'action, je trouve. Et les tomes deviennent très très longs. Et en plus, là, on atterrit, je pense, dans les derniers arcs de Jojo Lyon et la fin. Et donc, c'est encore plus long. Et donc, tu as un tome et demi, voire deux tomes, ce qui était pourtant deux tomes, tout le combat de Dio, dans la partie 3 pour vous donner une idée. Hein, vraiment, ça faisait trois quarts d'un tome avant un arc d'un sbire. Là, un arc d'un sbire, c'est le double maintenant. Et ça, moi, j'aime moins. Je dis pas que Jojo's Bizarre Adventure c'est du mauvais, attention, c'est toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. Mais l'étirement des arcs contre un stand est beaucoup plus problématique, moi, depuis que c'est mensuel. Après, ça permet de rajouter plus de suspense tout le long d'un combat et beaucoup de souffrance aux nouveaux personnages. D'ailleurs, c'est un truc que je regrette beaucoup, mais il y a moins de personnages principaux depuis Steel Boron. Steel Boron, quand tu réfléchis, il y a deux personnes, plus une troisième, qui est la femme du président, à tout casser dans les héros. Il y en a d'autres aussi, mais ils n'apparaissent pas autant que ces trois-là. Et là, c'est pareil. Et encore, même comme ça, là, je trouve que c'est vraiment que Josuke, Jojo Lion. Il y a fait d'autres personnes, mais je les trouve moins présents. Donc ça fait que on, on peut moins s'intéresser aux personnages puisqu'il y en a moins. Donc c'est dommage. Même s'il y a toute une famille, les Gashitaka, qui sont tous très intéressants et à découvrir. Et voilà, ça reste très très bien sur certains personnages, mais je les trouve moins omniprésents que les Jopolo avant, précédents. Voilà. Après, ça reste une très très bonne lecture. Et là, par exemple, bah, vous avez à la fin du tome 19, vous aviez donc un nouvel arc qui se préparait. Et là, bah, ça prend tout ce tome-là pour terminer un seul combat. Donc, en fait, ce qui m'emmerde encore plus, et c'est normal que les tomes, maintenant, ils font plus de 20 tomes, les parties. C'est normal, c'est que bah, l'histoire avance moins vite. Voilà. Et là, l'histoire, elle n'a pas beaucoup avancé dans le tome 20 du Jojo. Le combat était cool, mais on n'a pas avancé dans l'histoire. C'est chiant. C'est chiant. On n'a pas vu assez de pouvoir. Voilà, on en a vu deux. Voilà. Donc, on en veut plus. Surtout que c'est devenu encore plus beau, Jojo, depuis que c'est devenu mensuel. Donc, c'est dommage. La méthode pour dessiner les mangas. Donc, c'est le deuxième manga de Murata que je vois et où il est scénariste. Et bizarrement, donc les chapitres les plus intéressants, c'est quand lui ne fait que retranscrire ce qu'il a eu comme information de la part des autres mangaka, dont une interview avec Yoshihiro Togashi. Alors, je vous avoue que quand Yoshihiro Togashi s'exprime dans ce manga, c'est fabuleux, c'est génial. Mais bizarrement, quand c'est Murata, en plus avec son style de dessin qui ne va pas du tout pour les explications, c'est en fait c'est très lourd au niveau du texte. En plus, c'est censé être une suite de l'apprenti mangaka de Toriyama. Ça, donc c'est très gênant. C'est très gênant parce que c'est là où tu vois que les graphismes de Murata et les scénarios aussi, les dialogues sont interminables dans ce manga. C'était pareil pour son manga de cuisine. Et c'est là où tu vois que justement Murata c'est pas un très bon scénariste. C'est surtout un très bon dessinateur. Mais pour exprimer les choses, il est très mauvais. Et que ce soit pour son manga de cuisine ou son manga pour apprendre à être mangaka, c'est très lourd à lire et pas très intéressant. Et la mise en scène est catastrophique à cause du fait que justement il réfléchit au dialogue et à la mise en scène des dialogues. Là où dans Aishi Dwati One,
Et dans One Punch Man, c'est pas lui qui crée les dialogues et la mise en scène. Il reprend des choses que le scénariste lui a données. Et c'est là où tu vois justement que en fait c'est très bien. C'est très bien qu'il ait un scénariste parce que derrière c'est fastidieux à lire. C'est fastidieux comme son livre de recettes de cuisine. Pourtant, il y a des intervenants qui sont géniaux. Tu as l'auteur de Toriko, de Ishigo 100%, Togashi. T'as tous ces gens-là, tu te dis, ouais, putain, c'est pas. Heureusement qu'il interviewe des gens de talent. Parce que quand lui, il parle, c'est lourd. C'est lourd et pas très intéressant. Et c'est mal représenté, quoi, dans la grammaire des cases et tout ça. T'as pas, tu te dis, ouais, voilà, ça te donne pas envie de lire. Il y a beaucoup trop de dialogues partout. Et qui sont pas utiles. Ils sont pas utiles. C'est très lourd tout le temps. T'as l'auteur de. Mais même ça, hein, non, il devrait arrêter avec les dialogues. Murata, officiellement, c'est un bon dessinateur. Mais arrête avec les dialogues. Avec les dialogues, parce que là, ça va pas. Prisonnier Riku, tome 37. Alors, Prisonnier Riku, bah, c'est un petit peu le manga qui, en vrai, aurait pu tenir en custom. Mais que, bon, bah, comme il a du succès, bah, ça en dure plus d'une quarantaine. Voilà. Mais. Alors, certes, il y a un petit côté répétitif. Le manga, ça se voit qu'il n'était pas prévu pour 37 tomes, 40 tomes. Voilà, donc c'est que du bonus, c'est que du rabais. Mais l'auteur se lâche de plus en plus, je trouve, dans la caractérisation de ses personnages. Ça les rend d'ailleurs plus Jojo-esque. C'est ce qui est étonnant. C'est vraiment les personnages, c'est carrément du Jojo. De temps en temps, là, t'as un gros lard qui prennent des pauses de gymnastique. Hein. C'est fabuleux. C'est fabuleux à quel point c'est ridicule. Et en fait, tu vois que le gars, il peut, juste à la demande, redevenir maigre d'un coup. Voilà, et prendre des pauses. Et tu as même des gros plans avec des. Oh, regarde, c'est grotesque. T'as un gars, il arrête des personnes en sautant et en faisant. Hey, je suis un Sentai de super-héros, alors que c'est censé être le grand méchant de l'histoire. Hein. Mais c'est toujours très très beau et c'est toujours farfelu. Et voilà, et ça, tu vois des têtes comme ça, et c'est magnifique. C'est magnifique. Et en fait, c'est dans cet excès qui fait que le manga est toujours passionnant et toujours très drôle, en même temps d'être. Tu souffles pas en fait. Tout le long du manga, tu ne souffles pas parce qu'il y a très peu de moments de péripéties. Là, c'est carrément, ça fait depuis 6 tomes là qui sont en train de faire une évasion en affrontant plein de gens et en faisant plein de retournements de situation. Donc, l'auteur, malgré le fait que justement il n'avait pas prévu de faire un manga aussi long, réussit toujours à créer du mouvement dans son manga et de la folie. Et ça le rend toujours captivant. Donc franchement, c'est un manga que je vous recommande toujours autant et qui est toujours très très bien. Pas recommandé à ceux qui n'ont pas assez d'argent parce que bon, ça reste quand même un manga de plus de 40 tomes et encore, peut-être que ça continue, hein, je n'ai pas regardé. Là actuellement, ils en sont à combien au Japon, mais sachant que là, il y a vraiment une guerre qui s'attend, donc je pense que c'est bien parti pour durer peut-être jusqu'au tome 50. Donc pour ceux qui recherchent des mangas courts, c'est peut-être pas pour vous. Pour ceux qui s'en fichent, c'est un manga qui vaut véritablement le coup. Nous allons passer au manga que je n'ai toujours pas lu, donc je ne pourrai pas vous donner un avis objectif, à part pour les mangas que j'ai déjà lu les premiers tomes et qui sont des suites. Mais là, on va commencer par un manga que je n'ai pas du tout lu. En fait, en gros, c'est Carol and Tuesday. Donc, j'ai vu l'animé de Shinichiro Watanabe, c'était obligé que je regarde ça. Shinichiro Watanabe, c'est le meilleur réalisateur d'animé actuellement. Hein, d'accord, comme Bebop, Samurai Champloo, Space Dandy. Hein, du haut du panier. J'ai acheté le manga en ayant un petit peu peur. En ayant un petit peu peur parce que je me suis rappelé du manga de Cowboy Bebop.
le manga de Cowboy Bebop, c'est une purge. C'est complètement une purge de merde sans nom. Parce que c'est pas fait par Shinichiro Watanabe. C'est une production Sunrise pour vendre encore plus de Cowboy Bebop après le succès de l'animé. Par contre, Carol and Tuesday, de base, quand j'ai regardé l'animé, j'ai vu une construction faite comme si c'était des chapitres de manga, avec des petits arcs à travers cette histoire. Et je me suis dit que ça, en manga, ça pourrait déchirer. Bon, même si tu perds beaucoup d'un intérêt principal, parce que ça raconte l'histoire quand même de deux personnes qui veulent réussir dans la musique, hein, et qui veulent créer la paix à travers la musique. Donc c'est en écoutant des belles paroles et des belles chansons que bon bah tu découvres le truc. Mais en plus, la deuxième chose qui m'a donné, mais après le fait que donc justement il y avait une bonne construction par manga, la deuxième chose qui m'a donné envie de lire le manga, c'est que quand même c'est beau. C'est beau, on va pas se mentir. Et contrairement à donc le manga de Cowboy Bebop où tu avais vraiment l'impression de lire un fanart pardon, bas de gamme, là le manga de Carol Tuesday, il est soigné, il est très beau et il est bien dynamique avec un bon respect de l'histoire. Et donc j'ai peur que, enfin j'ai peur, c'est pas vraiment une peur. En fait, il n'y aura rien de nouveau par rapport au manga. Je pense que ça sera un simple copier-coller. Après, je ne sais pas, peut-être que c'est le manga qui a existé avant. Parce que faut rappeler aussi un autre animé qu'a fait Shinichiro Watanabe avec deux jeunes qui ont formé un groupe de jazz. Et je ne me souviens plus du nom. Et ça, c'était adapté d'un manga déjà. Donc, et j'avais bien aimé. Et j'ai acheté le manga derrière. Donc, peut-être que le manga donc sera aussi bien que l'animé. Franchement, j'avais beaucoup aimé l'animé. Il y avait une certaine tendresse à travers la musique et une certaine poésie. C'était parfait pour Shinichiro Watanabe. Si c'est pas lui qui a... ah non, si, œuvre originale, c'est Bones et Shinichiro Watanabe. Donc le manga a été fait après. Voilà, je suis en train de lire. Œuvre originale, c'est de Watanabe. Mais bon, ça, c'est pas grave, vraiment. Si vous l'avez pas vu, l'animé, je vous le recommande, elle est sur Netflix. Voilà. Et si cela vous intéresse, essayez peut-être le manga. Ça vous permettra d'avoir un surplus de, justement, l'œuvre, si vous l'avez appréciée. Shine, volume 2. Alors, Shine, volume 2. C'est un manga. Je ne sais pas si vous connaissez Welcome to the Classroom. Mais c'est un manga, en fait, qui raconte l'histoire d'un gars qui va apprendre la danse. Donc, à travers un scénario qui pourrait être plus très shoujo et tout ça, en fait, nous avons une construction avec comme un manga sportif Neketsu. Et c'est pareil là, mais en fait dans le monde de la mode. Avec donc un personnage, un modèle et un couturier, une modèle et un couturier, qui ne peuvent, à cause de leurs conditions, c'est-à-dire elle par exemple, elle est toute petite, donc elle fait 1m65 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vexant parce que c'est ma taille. Et un couturier qui vient de quartier pauvre et donc qui pense qu'il ne peut pas réussir des écoles de couturier et qui vont essayer de battre le destin en essayant d'affronter, j'ai envie de dire, des adversaires comme des nouveaux modèles, prouver que dans des situations catastrophiques, ils ont des talents qu'eux seuls peuvent apporter et donc révolutionner le monde de la mode. Avec des situations, comme je l'ai dit, très neketsu, avec le maître qui leur apprend des techniques de couture et qui ne croit pas au début en eux, qui leur dit casse-toi, et donc lui il va combattre toute la nuit à essayer de reproduire un truc que lui seul pensait pouvoir reproduire. Alors après, c'est moins exagéré qu'un Olivier Tom, hein, je vous rassure, ou qu'un Welcome to the Classroom, mais il y a ce petit côté neketsu qui fait que je n'aime pas du tout la mode. Mais par contre, en plus, la couverture est faite comme un magazine de mode. Donc, ça, c'est vachement original, j'aime beaucoup. Ce jeu indique,
C'est dans du shoujo, mais je trouve les dessins assez shonen. Après, mode, amitié, émotion, oui, voilà, il y a des retournements de situation, il y a même un petit côté combat, hein, comme je vous l'ai dit, mais en fait, moi, et c'est pour ça que j'adore le manga, c'est que ça réussit à vous rendre loufoque et serious business, n'importe quoi, tout en étant assez didacticiel. C'est pour ça que dès qu'un manga de sport réussit, par exemple Aishin 21, Prince of Tennis, Captain Tsubasa, ils ont eu tellement de succès que ça a donné beaucoup d'inscriptions dans ces sports. Et c'est pareil pour le milieu de la mode, le milieu de l'actorat avec Actage. Bon, dommage, Actage, ça ira pas plus loin que 7 ou 8 tomes, mais ça aurait pu permettre de faire en sorte que plein de gens se soient mis à devenir acteur ou actrice avec ce manga. Et là, c'est pareil, ça peut vous donner peut-être une envie de devenir couturier ou modèle à travers ce manga. Donc, je vous recommande. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et c'est dommage que je viens juste de découvrir ce manga parce qu'il y a 11 tomes, donc je suis en retard. Je suis qu'au tome 2 là. Donc vous avez déjà 11 tomes à vous choper, hein. Mais sincèrement, ça vaut le coup. C'est une très bonne lecture. Et pourtant, que je vous l'ai dit, je ne suis pas très sojo. Bah, vous voyez, par exemple, mon histoire, je regrette beaucoup d'être allé jusqu'au bout parce qu'au final, c'est pas allé jusqu'à leur délire et c'est donc devenu très vite répétitif. Après le troisième, quatrième tome, ils n'avaient plus rien à raconter. Et bah, Shine, pour l'instant, pour moi, c'est du tout bon et les graphismes sont très bons aussi. Et on sent qu'une histoire, cette histoire peut très vite aller dans plusieurs aventures, quoi. Ça sera pas répétitif et de toute façon, les histoires d'amour, personnellement, c'est pas très important dans l'histoire. Là, c'est surtout une quête de rêve et ils veulent aller jusqu'au bout, quitte à ne pas prendre les bons chemins ou à prendre les chemins les plus durs et en affrontant des gens. Donc ça donne un petit côté Neketsu. C'est ça que j'apprécie beaucoup chez Shine. HX Heroes. Alors, HX Heroes, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de gens qui sont tellement pervers que c'est devenu leur pouvoir pour affronter des insectes qui essaient d'envahir la Terre. Et donc, de leur pouvoir, de leur perversité, ils peuvent le retranscrire en super pouvoir qui défonce tout, même leurs vêtements, et qui les fout à poil à chaque fois qu'ils affrontent quelqu'un. Donc, c'est très fan service. Il n'y a pas de pardon, je vous rassure, c'est vraiment très fan service. Je crois qu'on voit vite fait des tétons de temps en temps, mais c'est tout. Avec donc le héros qui va devoir être dans la classe avec tous les gens qui ont ce super pouvoir, parce que pas tout le monde est pervers. Non, il y a certaines personnes, 4-5 personnes, sur tout le Japon. Je suis vachement étonné, mais bon, pourquoi pas. Hein, on va pas. Hein, c'est quand même le monde du hentai. D'ailleurs, ça commence bien, hein, le scénario. La première case de dialogue, c'est un jour, quelqu'un a remarqué que dans le héros, bah, ça commençait par le H de hentai. Qui a pensé ça? Qui? Donc, c'est parce que le mangaka a pensé ça qu'il s'est dit tiens, je vais faire un manga sur des héros qui sont des pervers. Par contre, donc, deux choses. Alors, dans les arènes manga, souvent le héros, il n'est pas pervers. Il se retrouve dans des situations perverses sans faire exprès et il reçoit un contre-coup derrière. Là, dans ce manga-là, le petit problème, c'est que ça joue trop sur les clichés. Avec l'héroïne qui est timide et qui ne veut pas avouer qu'elle est perverse. Voilà. Et nous avons donc le héros qui lui aussi dit bah, moi je ne suis que pour amoureux de mon ami d'enfance, je ne suis pas amoureux d'une autre et tout ça. Donc tu veux jouer sur les clichés? Ok, mais alors comment tu peux justifier que donc le gars. Alors, donc je suis d'accord que tu veux jouer avec les clichés, ok. Le héros il est timide et il se retrouve dans des situations farfelues et tout ça. Ouais, mais en fait, le problème de jouer avec les clichés sur un manga qui a ce sujet-là,
c'est que c'est contradictoire. C'est contradictoire. Ça aurait dû aller jusqu'au bout. Le héros a dû être un pervers, et non pas un gars timide qui oh, j'ose pas à peine toucher une nana. Il est encore plus haut, le gars, tu vois. Donc, pareil pour l'héroïne. Donc, pour des pervers qui ont des super pouvoirs pervers, voilà, c'est complètement contradictoire avec les insectes qui enlèvent la perversité des personnes. Comment tu veux justifier ça dans le héros, dans le manga, quoi. Et c'est pour ça que c'est ça que dommage, c'est que ça va pas aller plus loin que son fan service. Ça, je suis sûr et certain. Après, là, pour l'instant, il y a que 4 tomes. Là, j'en suis au tome 2 et 3. Franchement, si ça dure plus de 8 tomes, je sais pas si je continuerai. Parce que l'intérêt, bah, c'est un petit peu comme To Love Ru Darkness, en fait. Donc, si vous êtes fan de ce genre de manga, allez-y. Mais c'est pas censé durer sur 30 tomes. Ça serait trop dommage. Ça serait gâcher une idée qui n'est pas là, faite pour énormément de trucs. Je le vois en shonen. Ouais, bah, c'est ça, en shonen. Donc, comme quoi, je vous l'ai dit, hein, c'est pas non plus super érotique, hein. Enfin, si, il y a des bonnes scènes quand même. Mais je pourrais pas montrer. Mais si, il y a quand même des scènes osées là, je vois, dans le tome 2. Je l'ai pas vu, hein, le tome 2 et 3. J'ai juste vu le tome 1. Le tome 1 était pas très osé, mais voilà. Hum, allez, je dirais c'est au niveau de To Love Ru Darkness et non pas To Love Ru le premier du nom. To Love Ru est un magazine pour les adolescents. Ça montrait pas le téton. Là, ça montre de temps en temps. Donc, quand même, à réserver à un public averti, n'achetez pas ça pour vos enfants. Demon Slayer, tome 10. Alors, Demon Slayer, vous avez le film qui sort dans 11 jours. Là, on est le 8 mai. Donc, le 19 mai, au cinéma, il y aura le film qui. Alors, en termes de tomes, ça représente le tome 8 et 9, si je ne dis pas de bêtises. Le film représente le tome 8 et 9, le combat dans le train. Et donc, ça, bah, ça y est, on arrive à l'arc suivant. Donc, je ne l'ai pas lu, encore, lui non plus. C'est pas la première lecture que j'ai faite, puisque en fait, Demon Slayer, je pense que je vais avoir l'avis de beaucoup de gens, là sur le coup, qui n'osent pas se l'avouer ou se le dire. C'est bien, mais c'est pas le meilleur manga au monde. C'est très sympa à lire. Franchement, ça m'a étonné, c'est que c'est allez, c'est un petit peu moche. C'est un petit peu moche. Je vais pas vous mentir. Mais il y a des bonnes petites pages de temps en temps, mais ça reste dans l'ensemble pas très très joli. Ça fait très daté. Ça fait très daté années 80. Mais c'est justement parce que c'est très daté années 80, que ce soit par son scénario ou par son manga, que ça me rappelle beaucoup d'ailleurs, par exemple, Rumiko Takahashi. Ça me rappelle un petit peu beaucoup Inuyasha et Ranandemi, pour vous donner une idée. Mais ces deux mangas-là, de Rumiko Takahashi et donc de Demon Slayer, j'aimais beaucoup, mais t'as jamais eu l'impression que l'histoire allait être ouf. C'est juste des répétitions de même scène et tout ça, avec un petit peu d'humour. C'est varié, c'est assez intéressant. En fait, ça reste toujours captivant. Sincèrement, les 3 premiers tomes, j'étais un petit peu dubitatif. Je savais pas si j'avais aimé ou détesté ou trouvé ça pof. En fait, plus je lis, je me dis, en fait, ça passe. Ça passe. J'apprécie lire ça. Je veux connaître la fin. Et voilà. C'est pas le manga que je dirais, allez-y, achetez ça. C'est le manga que je dirais, franchement, vous avez envie d'acheter un truc, vous êtes sûr et certain de pas être surpris, mais au moins de trouver ça attirant, bah, vous avez ça. Voilà, donc lisez Demon Slayer, c'est très bien. Après, c'est pas le manga prioritaire, que je dirais à tout le monde, mais ça reste une bonne lecture. L'animé est mieux, par contre. Ça, on va pas se mentir. L'attaque des titans, tome 33. Donc, les gars, j'ai envie de dire, on s'en fout de la fin, hein, si ça vous pose problème, tant pis pour vous. Mais moi, je considère qu'il faut avoir tout le manga. Ça serait con de ne pas acheter le dernier tome. Par contre, c'est un tome où
c'est rempli de double pages et c'est rempli aussi bah, toute la partie désespérante, très triste avant le combat final. Bah, c'est le grand terrassement. C'est le grand terrassement, c'est vrai, avec des grosses double pages de titans qui écrasent du monde et tout. C'est vraiment très très sombre ce tome. C'est une des raisons, le côté sombre du manga qui me faisait croire que ce manga ne deviendrait jamais célèbre. Mais c'est là où tu vois que quand même, il y a une grosse différence entre les premiers tomes et cet homme-là. Je ne sais pas si c'est ses assistants ou si c'est lui qui a le level up. Ça peut être les deux, hein. Quand je vois Mob Psycho, tu vois, c'est la même chose. Tu vois la différence entre le tome 1 et le tome 16, hein. Et pareil, avec ces derniers chapitres là sur One Punch Man, tu vois que One a beaucoup progressé. Bah, c'est pareil pour ce mangaka Hajime Isayama, où c'était très amateur au début, question des dessins. Mais là, c'est impressionnant. Les doubles pages sont magnifiques. Et là, il y a toujours des choses à reprocher au dessin. Il y a des fois, de temps en temps, des têtes qui sont pas très réussies. Mais là, déjà, par exemple, tu vois, j'arrive à faire la différence entre certains visages. Voilà, parce qu'à part Levi et tout ça, les autres, je trouvais qu'ils avaient tous à peu près la même gueule. Là, maintenant, tu vois, j'arrive à voir les différences entre les personnages. Et donc, ça, je les rends plus représentatifs, mais des fois, c'est vrai que c'est pas tout. Oh, il y a des petits défauts comme ça de temps en temps, mais c'est vraiment pour chipoter. Mais et c'est pour ça que je considère que ayez quand même tous les tomes de ce manga, que la fin vous ait plu ou pas, parce que c'est un ensemble. C'est un ensemble et qu'en plus vous aurez donc 5 ou 10 chapitres supplémentaires dans le tome final, puisque Hajime a dit qu'il allait rajouter quelques petites pages parce qu'il n'était pas à 100% content. Moi, c'est le seul truc que d'ailleurs je pourrais peut-être reprocher à la fin. Je trouve que ça va un petit peu vite. Et donc, c'est vrai que 10 pages supplémentaires, ça aurait pas été négligeable, parce que c'est vrai que ça va beaucoup trop vite la fin. Mais pour moi, elle était satisfaisante. Donc là, c'est l'avant-dernier tome, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, hein, c'est l'avant-dernier tome. Donc, à se procurer, ça fera une série de 35 tomes qui, pour moi, aura été presque parfaite de bout en bout. Ça reste pas dans mon top 10 de manga, mais franchement, ça restera une lecture que j'aurais été vraiment content d'avoir découvert, et bien avant tout le monde d'ailleurs, bien avant l'animé, les gars. Moi, dès le tome 2 ou 3, dès le chapitre 2 ou 3, parce qu'en fait, Eren ne s'était jamais encore transformé en titan, que je lisais déjà ça. Que je savais même pas qu'il allait se transformer en titan un jour. Et ça aurait été une grande aventure, une grande découverte. Tokyo Revenger, tome 12. Là, on continue dans les mangas qui font beaucoup de popularité entre Demon Slayer, entre l'attaque des titans et Tokyo Revenger. Puisque c'est l'animé de la saison qui fait parler de lui, un isekai Furio, lui aussi, avec une histoire qui, franchement, reste toujours passionnant. Alors certes, on pourrait trouver peut-être une certaine répétitivité, mais en fait, la situation évolue dans ces histoires qui se répètent. Donc ça rend le tout véritablement toujours passionnant. Et on voit le héros beaucoup évoluer, parce que ça reste un gros loser, mais petit à petit, il gagne en confiance et il gagne en sûreté, là où avant, plus d'une fois, il se sera fait défoncer, tu vois. Hein, ça a l'air pas mal, je l'ai pas lu, donc je suis passé de le lire. Je vais peut-être le lire après. Non, franchement, ça c'est de la bonne cam. Et ça, je lis pas les scans, donc non, franchement, achetez Tokyo Revenger. Dès le début, ça me rappelle beaucoup Rakai Blues ou Rokudenashi Blues. Bon, avec des personnes un petit peu plus maigres, par contre, pas aussi musclées que dans Rakai Blues, Rokudenashi Blues, avec des situations là aussi très dramatiques à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on voit l'évolution de différents personnages, des flashbacks, et tu vois que beaucoup sont bien construits. Et c'est pour ça que c'est toujours passionnant, malgré que les situations sont assez régulièrement les mêmes.
Mais c'est surtout de découvrir l'histoire des personnages qui rend ça ouf, avec leur drame, leur histoire derrière qui va avec. Donc, lisez Tokyo Revenger. Inomaru Sumo. Inomaru Sumo. Putain, presque une heure, hein. Je sais pas qui c'est qui va regarder ça, mais vous allez souffrir. Inomaru Sumo. Tome 21. Ah, catastrophe, ce manga est fini, je crois, tome 24. Et nous, on va mettre 100 ans pour avoir la fin, parce que ce manga ne marche pas, parce que c'est un neketsu sportif, donc avec certains clichés. Mais la différence près, c'est que les combats, ça dure 3 chapitres, grand max. C'est des combats de sumo en même temps. Hein? Qu'est-ce que un combat de sumo, ça dure 1 minute. Qu'est-ce que tu veux faire un manga de qu'est-ce que tu veux faire un match de 2 tomes avec ça? Non, bah voilà, bah là c'est super bien, t'as deux trois retournements de situation par combat, ça va vite et tout, c'est fun. Donc et en plus c'est assez bien dessiné. Bon, c'est pas, il a un style graphiste assez particulier, donc je peux comprendre que ça puisse ne pas plaire à tout le monde, avec des yeux assez gros, mais les scènes de combat, en plus, il y a des fois des doubles pages ou des premières pages. C'est assez dynamique. Ça utilise beaucoup de traits de scènes d'action, des traits d'action. Et c'est vachement bien représenté. On voit qu'il connaît véritablement les scènes de combat et les pauses à prendre pour respecter justement ces personnages. On rajoute en fait aussi beaucoup d'attention à l'histoire des adversaires à travers ce combat, ce qui permet de rallonger un petit peu le combat artificiellement, voilà, avec quelques flashbacks. Mais il les fait avant aussi, les flashbacks, ou après. Et ça, ça permet d'être moins lourd que par exemple un Naruto. C'est un truc que tu vois, les gens me disent pourquoi t'aimes pas Naruto, moi c'est les flashbacks, je ne pouvais plus. Bah, là, je trouve que là, ils sont bien argumentés. Là, dans Naruto, t'as un coup de poing, un flashback. C'était lourd. C'était lourd, je ne pouvais plus. Là, tu as 2 pages de flashback pour 8 scènes de baston. 8 pages de baston. Donc, derrière, avec des bonnes scènes assez réalistes et assez bien fichues. Donc ça va vite. En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça va vite et t'as pas le temps de t'ennuyer avec ce manga. Et à ce niveau de scène d'action, est-ce que c'est original? Parce que j'ai pas souvenir d'un manga avec des drames comme ça, des histoires comme ça. En fait, le sumo est un sport tellement particulier, avec beaucoup d'honneur et dignité, et ça ne concerne que 2 personnes sur un stade, que, en fait, au final, j'ai du mal à avoir un manga qui soit similaire à ça. Il y a un manga sur le judo qui existe, je m'en souviens plus du titre, et qui pourrait peut-être ressembler à ça, mais pour moi, en fait, ça reste un manga sportif. Là aussi, je dirais pas que c'est le meilleur au monde, mais je connais pas d'autres mangas sportifs qui est dans le même style, avec le même rythme que Inomaru Sumo. Tous les mangas sportifs que je connais, souvent, tu vas avoir un tome et demi pour un match. Normal, ce sont des trucs sportifs sur 90 minutes, 1 heure. Ça dépend du truc, basket et compagnie, stand-up et tout. Ça a permis une construction beaucoup plus longue et d'apporter plus de choses dans ce combat. Mais là, tu vois, bah, un petit peu comme le sumo, et le fait que ce soit un sport qui dure entre 1 minute et 5 minutes, le combat, bah, c'est derrière aussi, ça permet de faire en sorte que l'histoire avance plus rapidement. Donc, si vous aimez quelque chose qui ne soit pas prise de tête et qui va très très vite, ça c'est très bien comme genre de manga sportif. Ça vous permettra d'aller dans quelque chose qui ne va pas se rallonger inutilement sur certains matchs qui sont peut-être moins intéressants. Ou en tout cas, si un combat, un match ne vous intéresse pas dans le manga, bah, dites-vous que bah, c'est pas grave, ça va pas durer longtemps. Donc vous vous en fichez. Mais c'est très bien fichu et ça c'est tacticiel. Je sais pas si ça a donné envie à beaucoup de gens de faire du sumo. Moi non plus, parce que j'ai pas envie de devenir gros. J'essaie de perdre du poids, donc c'est pas le genre de sport que je devrais faire.
Mais c'est très fun. Et ça fait son taf. Eh, on arrive à 1h02. Et encore, je vais couper les petits passages où je prends les mangas et tout ça, et qu'il y a des petits sons extérieurs, pour rendre quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Nous allons faire les Dr Stone. Alors, Dr Stone 9, 10 et 11. Je suis un petit peu en retard, Dr Stone, parce que j'ai pas commencé dès le début. Ah, que j'achète les Suck Rock aussi, parce que je suis grave en retard sur tous les Suck Rock. Et avant que ça devienne très vite difficile à trouver, je devrais me dépêcher quand même. Mais bon. Parlons pas des choses qui fâchent. Parlons déjà de Dr Stone, qui est toujours. Alors, je ne les ai pas lus, cet homme-là. Mais le dessin dynamique de Stone, allié à un scénariste qui arrive à rendre pas très lourd des scènes scientifiques, quand même, des didacticiels scientifiques. Donc les dessins de Boichi qui sont ce qu'ils sont, hein, qui sont scènes d'action, scènes de combat et tout, c'est magnifique et c'est très intéressant. Question scénario, est-ce que par rapport à Suken Rock, est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est mieux, mais je trouve que c'est parfait pour le sujet de Dr Stone. C'est-à-dire que donc c'est censé être mélangé entre euh, une aventure d'action avec un petit côté didacticiel. Donc pour vous apprendre la science de manière rigolote pour les jeunes. Il y a, il y a cette idée de mélanger les deux univers, deux styles différents, donc un manga qui t'apprend la science et un manga qui a une histoire avec des scènes de baston qui évoluent et tout. Et le mélange fonctionne bien. Et assez dynamique. J'ai envie de dire aussi avec une construction classique, certes, parce que j'ai lu un petit peu de certains chapitres et je vois que après justement le gars aux cheveux longs, il y a un autre ennemi encore plus puissant qui va trahir et qui va demander les mêmes choses et donc ils vont devoir s'allier. Enfin. Euh, le rival qui accompagne le héros au final pour affronter un rival encore plus fort et tout ça s'allier, c'est très shonen classique, c'est très Neketsu, c'est très One Piece, c'est très Dragon Ball, c'est très Shonen Jump. Voilà. Shonen Jump, je pense que c'est le meilleur adjectif pour qualifier ça. Mais avec le côté didacticiel de la science et tout ça, ça apporte un petit plus qui fait que en fait, l'histoire ne se répète pas et suit un cours logique. Puisque chaque science sert à faire avancer l'histoire. Donc c'est parfait pour une excellente lecture que je recommanderais même à des jeunes pour leur donner goût à la science. Et ça c'est vachement bien. C'est vraiment un manga qui vous permet d'avancer et de réussir à offrir un divertissement parfait pour les jeunes et même les adultes et de la découverte. Donc lisez Dr Stone qui franchement manque pas de piment. J'ai pas vu encore toute la saison 1 de l'animé, alors que je crois qu'il y a deux saisons si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai vu que les deux premiers épisodes et je crois que le rythme était un petit peu lent. C'est ça que j'avais pas trop aimé et qui fait que j'ai pas continué pour l'instant. Mais peut-être que justement l'animé s'améliore au fil des épisodes. N'hésitez pas à laisser un commentaire d'ailleurs pour me dire. Franchement, si vous êtes arrivé jusqu'à là, laissez un like, laissez un abonnement. Parce que franchement, là, on était bien. Je vous ai raconté mon avis sur les différents mangas. J'espère que vous avez peut-être acheté d'autres mangas. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas qui vous intéressent dans le tas. N'hésitez pas aussi, hein, moi sérieusement, à me conseiller des mangas parce que faut dire ce qui est maintenant, le marché du manga est un marché fort en France. Bon, ça a toujours été très fort, hein. On est des plus grands consommateurs de mangas.
même si je crois que l'Amérique nous rattrape un petit peu sur ce côté-là. Mais derrière, en fait, je vais pas vous mentir, il est très très difficile, à part si vous êtes youtubeur manga et que vous en faites votre métier. Je pense à toi, Chef Otaku, alors que moi, c'est pas mon métier. Pas de bol, j'ai pas de succès, donc je peux pas en faire mon métier. Il est difficile de tout suivre. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de mangas qui sortent en France, en scan. C'est devenu un business monstre. Et donc c'est très difficile de suivre des milliards et des milliards de mangas, ce qui fait que, par exemple, comme Shine ou Dr. Stone, je suis très en retard sur les tomes. Parce que je ne connaissais pas et que je ne savais pas si j'allais aimer et que je ne peux pas tout connaître. Hein. Shine, voilà, je ne connaissais pas, c'est par hasard. J'ai vu dans Manga Sanctuary, je regarde toujours dans Manga Sanctuary les plannings, les mangas. Et je dis, tiens, 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 ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça c'est la suite de mon manga et tout ça. Et donc je fais mon planning et ensuite je vais go acheter. Et là, je remarque qu'il y a plein de mangas que j'achète en ce moment et que j'ai des tomes à acheter à partir de tel tome. Donc c'est difficile de tout suivre. Or, avant, moi, carrément, c'est limite, j'achetais tout. Ou en tout cas, j'achetais presque tous les premiers tomes, en tout cas, ce que je pouvais, pour essayer très régulièrement de nouveaux mangas et essayer de voir ce que j'allais continuer. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mangas en fait, parce que j'ai beaucoup de premiers tomes et je sais pas tout souvent que des tout entiers. Par contre, j'ai aussi beaucoup de tomes et de séries entières. Je pense aux Rockies, aux Que de chez Blues, aux Jojo et j'ai lu, qui font que bah, maintenant j'ai une collection aussi qui va très cher. Donc, et je me la pète avec mon canapé. Je pourrais revendre mon local là avec plein de mangas. Ouf. Vous vous rendez compte? Donc j'espère que ça vous a plu et que vous avez pu constater certaines lectures. En plus, comme vous avez pu le constater, il y a vraiment de tout. Bah tiens, si Luna, tu passes dans la vidéo, à la fin de la vidéo, toi qui veux devenir couturière, je te recommande le manga Shine, qui est vraiment très passionnant, et sur le monde de la mode, alors que j'en ai rien à foutre du monde de la mode. Je m'y intéresse pour quand je dessinais, pour avoir des modèles et des idées de vêtements modernes. Mais ce manga-là me permet d'apprendre et connaître certaines choses à ce sujet. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire dans ma chaîne YouTube, mais qui fait que je n'ai pas beaucoup de succès sur ma chaîne YouTube. C'est que je m'intéresse à tout. Tant que le sujet m'intéresse et tout ça, je peux très bien m'intéresser au manga, à la mode, euh, au cinéma, à toutes les sortes d'art. Jeux vidéo, là, en ce moment, il y a beaucoup de choses sur les jeux vidéo. J'adore me passionner pour l'informatique avec la VR, ou l'AR aussi, qui est très, très, très intéressant. Et j'ai toujours voulu apporter cette idée que, justement, alors qu'une chaîne YouTube, ça doit se spécialiser. Ça doit se spécialiser sur un sujet, pour faire en sorte que, justement, fidéliser une audience sur un sujet qui est très intéressant. Mais moi, d'ailleurs, je peux faire une chaîne sur mon régime avec de la nutrition, comme le lendemain, je fais un truc sur Breaking Bad, et là, je fais mes ventes d'achat manga et comics. Et derrière, ben, ça fait que j'aurai peut-être jamais le succès que je veux à cause de ça, parce que je ne suis pas régulier sur le sujet que je veux imposer sur ma chaîne YouTube. Parce que moi, le principal, c'est ce que je veux un petit peu apporter à travers cette chaîne, c'est ouvrez-vous, intéressez-vous aux choses. Il y a une vidéo que je vais faire sur Chase qui disait est-ce qu'il faut que l'art soit accessible à tous? Moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas nous de nous adapter à l'art? Par exemple, je le dis tout de suite, moi les Demon's Souls, Bloodborne, parce que je ne suis pas un très gros gamer et que je ne suis pas fan des jeux très difficiles, ou Revival, qui pose souci actuellement parce qu'il n'y a pas de mode facile, ces jeux-là ne m'intéressent pas, parce que je ne suis pas le type de gamer qui s'intéresse à ça. J'ai des jeux pour moi, donc je n'ai pas à demander à ce que Revival et Demon's Souls aient un mode pour moi,
Je ne suis pas un joueur qui aime les jeux difficiles. Moi, je veux que les jeux difficiles restent des jeux difficiles et adaptés pour les gens qui ont envie des jeux difficiles. Et c'est à moi de m'adapter si un jour je décide d'y jouer. C'est la même chose avec l'art pour moi. Certes, il y a des mangas, des livres qui sont très durs à lire, pardon, à livre, à lire. Donc je disais, par exemple, je pense à Après le Big Bang des frères Bogdanov. Et ce pourtant malgré le fait qu'ils arrivent à démocratiser la science, à le rendre plus accessible, en tout cas aux néophytes. Mais cela n'empêche qu'après le Big Bang, il faut avoir quand même certaines connaissances en maths, certaines connaissances en physique, que je n'ai pas. Parce qu'il y a quand même des formules de calcul à lire. Hein. C'est pas rien. Et donc vous pouvez très bien les lire hein, et les acheter. Mais il faudra faire un effort euh, pour comprendre tout. Et c'est pareil qu'un jeu difficile. Il faudra s'adapter. Il y a des notes, bien entendu, sur Après le Big Bang. Je le sais parce que mon frère l'a, ce livre. Il n'a pas tout compris, hein, lui aussi d'ailleurs, je vous confirme. Et c'était à l'époque où il voulait devenir médecin, donc ça intéressait beaucoup la physique théorique avant de devenir communautaire religieux, ce qui est un autre débat. C'est pareil d'ailleurs pour les livres religieux, hein, c'est un petit peu comme lire du Nostradamus, ça n'a pas souvent beaucoup de sens. Hein. Et donc c'est à nous de nous adapter pour essayer de lui donner un sens, et c'est ce qui a permis de ces livres de perdurer autant de temps et de réussir à marcher autant. Mais derrière, si j'ai envie de jouer à un jeu difficile, si j'ai envie de lire un livre difficile sur un thème que je ne connais pas. D'ailleurs, j'ai acheté un livre, c'est une thèse d'un étudiant en médecine qui a fait une thèse de plus de 300 pages, 300-400 pages, pour essayer d'expliquer le suicide au Japon. Et j'ai acheté ce livre parce que ce sujet m'intéressait. Ça reste une thèse d'un scientifique. C'est très lourd à lire. Il y a beaucoup de mots que je n'ai pas tout compris, que j'ai dû aller voir dans un dictionnaire, mais ça m'a permis de me documenter sur le sujet, de faire les efforts nécessaires parce que je voulais apprendre sur le sujet. Je voulais comprendre pourquoi la société japonaise a plus de suicides que les autres. Et je trouve ça important si vous voulez vous adapter à un art, que c'est à vous de vous adapter, c'est pas à l'art de s'adapter pour. Moi, c'est ma réponse à ce chier. Et encore, je ne dirais pas adapter, parce que moi, je considère que on peut tout apprendre dans la vie. On peut tout apprendre, et c'est pas. Voilà, c'est pas une question de niveau. C'est pas une question de niveau. L'art, c'est ouvert à tout le monde. C'est une question juste de est-ce que vous avez envie de vous y intéresser. Je ne vais pas vous forcer à vous dire achetez après le Big Bang, achetez le livre La théorie moderne pour comprendre le suicide chez Salaryman. Je crois que c'est ça le titre de mon livre. Hein, c'est vous dire. Mais c'est parce que moi je m'intéresse au Japon que j'ai eu ce livre, c'est parce que mon frère s'intéressait à la science, qui s'intéressait à après le Big Bang des frères Bogdanov. Voilà, c'est avant tout, il faut que ça soit un plaisir. Un plaisir même de chercher et de vous y intéresser, et d'essayer de comprendre un bouquin ou d'essayer de comprendre un mécanisme de jeu, tout simplement. C'est ça le truc. Si par contre vous n'êtes pas dans cette optique de vouloir apprendre, et je peux très bien le comprendre, et apprendre, ouais, apprendre, ouais, c'est le mot, mais ça fait un petit peu élitisme. C'est faux, c'est plutôt de s'y intéresser, voilà, plutôt que apprendre. Eh ben, n'achetez pas ces jeux, ou n'achetez pas ces livres. Voilà, c'est pas forcé. Moi, Demon's Soul, parce que j'aime pas l'Heroic Fantasy, parce que je n'aime pas les jeux où on recommence 20 fois la même chose. Voilà, mais je veux que le jeu garde son mécanisme. Parce que c'est juste que moi, ce n'est pas mon style. Donc c'est à vous de prendre
les œuvres qui vous intéressent. Et il y a des œuvres qui, je suis sûr certain, qui vous intéressent, mais qui vous demandera des efforts. Des efforts, et que c'est à vous de voir si vous, ça vous intéresse de faire ces efforts. Donc à vous de voir si derrière, vous avez des mangas qui vont vous intéresser plus que d'autres, et si vous vous ouvrez à certains sujets. Parce que voilà, par exemple, Shine, bon, c'est déjà du shoujo, c'est sur la mode. Moi, quand j'ai lu ça, j'avais peur au début. Pourquoi j'ai décidé de l'acheter? C'est parce que j'ai lu les deux, trois premiers chapitres. Et j'ai vu que ça avait un petit côté très neketsu. Donc, et les dessins faisaient pas très shoujo. C'est pour ça que j'ai décidé d'acheter ça. Et ce, malgré que le sujet de départ m'intéressait pas trop. À contrario de Actage, où là, ça racontait l'histoire d'acteurs et tout ça. Là, tire. Et en plus, c'était un shonen. Et c'était construit comme un neketsu sportif. Euh, Direct, ça, j'ai acheté. Tu vois. Ça, direct, c'était mon style. À moi. Mais de temps en temps, bah, je vais acheter des mangas où le sujet de départ ne m'intéresse pas et je vais essayer d'apprendre à travers ce manga. Je resterai un néophyte. Par exemple, il y a des techniques de coupe qui sont racontées dans le tome 1. Je n'ai pas compris. Je suis allé chercher sur internet. J'ai fait ah, ça veut dire ça. Parce que, tu sais, et à un moment donné, il y a un gars, il va faire un stage chez un grand couturier. Il a dit, il a fait sa découpe avec un nom bizarre. C'est censé être exceptionnel, je sais pas, moi je comprends pas. Tu me dis, tu as fait une découpe en V. Ça fait quoi? Je sais pas c'est quoi une découpe en V. Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Et les mangas sont très bien d'ailleurs pour ça. Il y a souvent des explications de pourquoi c'est difficile. Pourquoi Shine, des fois je suis un petit peu perdu, hein, je vais pas vous mentir. Donc c'est un truc qui m'oblige à faire des efforts. Mais parce que l'œuvre est intéressante, je suis intéressé par faire l'effort. Donc, intéressez-vous, comme je vous l'ai dit, moi, cette chaîne est là pour faire en sorte que vous vous intéressez à des sujets autres. Bien entendu, les sujets sociétals aussi m'intéressent, les complotismes, l'affaire Dieudonné, Sora, l'égalité et la réconciliation, ce sont des sujets qui m'intéressent. Le social justice warrior, la cancel culture, ce sont des sujets qui m'intéressent, énormément, tout ça. D'ailleurs, bah, j'avais vu une vidéo de Tev d'ici Japon où moi je suis plus comme lui, effectivement. J'adore m'intéresser à tout. Montage vidéo, tout ça. Je fais de tout. Je fais de tout. Mais je suis spécialiste de rien. Parce que j'aime apprendre des milliards et des milliards de choses. C'est pour ça que je n'aime pas dire que, par exemple, je suis monteur. Alors que pourtant, je fais du montage vidéo. Il y a des trucs que j'ai fait en vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Par contre, le son, oui, je suis pas déjà monteur son, mais même monteur vidéo, tu vois, je le dis pas, alors que pourtant je sais gérer les fonds verts, je sais gérer des effets spéciaux. Euh, voilà, j'ai fait une émission pro là pour ETRVR. Donc il y a Nick, le créateur de ETRVR, si vous suivez cette chaîne YouTube, je leur ai proposé une émission mensuelle, et donc ça sera sur fond vert avec des petits effets, des flashs et tout ça, avec une petite le petit logo de news et tout. C'est vachement bien fait, c'est assez professionnel. Je suis assez content du résultat de ce que j'aurais proposé. Euh, et derrière, bah, j'espère que vous saurez, que vous irez au-delà de ce que je vous propose à travers cette chaîne YouTube. Et qu'un jour, ça fera que je percerai, peut-être. Ça fait 8 ans, j'ai toujours pas percé, donc je sais plus trop, mais, et tout, mais je continue parce que j'ai la passion de raconter ce que j'aime. Donc, est-ce qu'un jour cette passion sera récompensée? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai vu que si je faisais des sujets polémiques, bon, ça avancerait beaucoup plus vite ma carrière, mais ça ne m'intéresse pas de patiner sur des sujets complexes, surtout avoir des commentaires de merde à chaque fois. Franchement, chapeau à Radier, Max Ella et Science Codeur, parce que, ou même les chaînes esthétiques, parce que il doit y avoir des vertes et des pas mûres. Et il y en a certains, par contre, qui sont devenus un petit peu odieux. Et donc, je ne les suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis désolé pour la tronche en biais ou Clément Fraise.
désagréable sur Twitter, donc vous lire, c'est insupportable. Alors qu'un Samuel Busseret, par contre, ça serait un plaisir de boire une bière avec lui, sachant qu'il est belge. Il doit connaître des bonnes bières belges, donc je vous recommande de le suivre plus souvent. Et voilà, comme quoi, vous voyez, l'image que vous voyez d'un youtubeur sur sa chaîne YouTube et l'image qu'il a en vrai ne sont pas souvent les mêmes. Donc c'est pour ça que ne soyez pas non plus fanatique de youtubeurs, parce que ça peut vous faire descendre de haut. Ne N'idolâtrez pas les gens, appréciez et honorez leur travail en partageant leurs vidéos, en les likant. Mais derrière, vous, faites-vous plaisir, admirez le travail de gens. Et je remarque que je n'ai pas enregistré le son, et donc je suis dégoûté. Donc vous aurez le son de la caméra qui sera pas terrible. Je suis désolé. J'avais branché mon micro juste à côté, j'ai oublié d'enregistrer OBS. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon, bah. Normalement, le son de la caméra sera assez bien, mais avec le micro, il aurait été mieux. Désolé. Ah, c'est la vie. Je ferai jamais une vidéo parfaite, je pense. Ça sera catastrophique. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur Tetsuya Nakashima, un petit peu à la Sonotion, qui durera 3/4 d'heure. Ça sera pas une totale où suivra le film cheminement, mais ça sera une totale pour expliquer son cinéma et son style. Donc j'espère que vous apprécierez ça. J'essaierai de la faire en mai. Je ne promets rien. Il y a la vidéo du régime qui arrive aussi en mai, puisque ça fera 1 an le 25 mai ou 26. Et donc je suis dans les 30 kilos là, donc je suis content. Ça fait un petit peu moins de 3 kilos par mois, et donc ça. Mais depuis 2 ou 3 mois, ça fait 3,5 kilos que je perds tous les mois. Donc c'est juste que j'ai perdu 5 mois où j'ai perdu moins de 1 kilo. Et j'ai beaucoup ramé pendant 5 mois, donc pas de bol, c'était l'hiver, avec les fêtes de fin d'année et tout ça, donc j'avais beaucoup plus faim, donc ça a détruit un petit peu mon régime. Mais j'espère que, en tout cas, vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, ça fait 1h30. C'est pour ça que je voulais abandonner ce genre de vidéo-là, parce que je ne suis pas sûr que vous allez beaucoup apprécier de voir pendant 1h20, 1h20 à peu près de jacasserie de ma part, et sur des avis un petit peu communs. Il n'y a pas d'avis fixe, mais il y a aussi une nouvelle série de vidéos que je veux faire, où j'explique en 5-10 minutes le trait d'un mangaka. J'avais l'idée de... En lisant, le comment faire un manga de Murata, la méthode pour dessiner des mangas, j'avais l'idée, parce que j'ai appris des trucs de ouf de la part de Togashi. Il paraîtrait qu'il a fait un sort d'artbook pour apprendre à dessiner des mangas à la Togashi, avec une mise en scène de Togashi. Putain, je veux ce livre. Il l'a fait pour ses assistants, et donc pas pour être publié, mais ça serait de l'or en barre, ce manga. Enfin, cette écriture, même s'il dit que personne ne le comprend, même ses assistants, donc c'est inutile, en tout cas pour les gens mortels, mais ça serait une pièce collector de ouf. De ouf. Et ça serait très intéressant à lire. Mais d'ailleurs, bah, en tout cas, j'espère que je voulais faire donc une émission où j'expliquais pendant 5 ou 10 minutes le cinéma de Togashi, de Kubrick, de Sonotion et tout ça, quels sont les petits trucs, les petites astuces, et en tout cas moi, ou le trait d'un mangaka comme Toriyama ou Yoshihiro Togashi. Donc moi je vous dis à bientôt, parce qu'il y a mon téléphone qui sonne, et c'est horrible, et je vous dis à une prochaine. Au revoir.